Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'essentiel de l'immobilier. Interdire Airbnb en copropriété, est-ce légal ou abusif? Alors je sais, je suis désolé, j'ai mis un peu de temps à le sortir, je suis un peu hors délai. Mais en ce moment ma vie va à une vitesse. J'essaye de faire au mieux et je vais vraiment essayer de m'appliquer pour vous sortir au moins un épisode par semaine. En tout cas, sachez que je suis toujours très content de vous retrouver. Et c'est parti, allons-y, démarrons. Imaginez, vous êtes propriétaire d'un appartement. Vous le louez quelques week-ends par mois via Airbnb. Ça tourne, ça couvre vos charges, parfois un peu plus. Vous avez fait les choses dans les règles. Déclaration en mairie, numéro d'enregistrement, règlement voyageur affiché dans le logement. Bref, la totale. Et puis un matin, vous recevez la convocation à l'Assemblée Générale annuelle de votre copropriété. Vous parcourez l'ordre du jour, comme d'hab. Et là, au point numéro 7, vote d'une résolution portant modification du règlement de copropriété afin d'interdire expressément toute location meublée touristique dans les parties privatives. Alors ça, messieurs, dames, malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Votre activité sur le point d'être rayée d'un vote à main levée. Et vous vous demandez, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Eh bien, vous vous posez une bonne question. Est-ce que c'est légal? Est-ce que vous pouvez vous y opposer? C'est exactement les questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode du podcast de l'essentiel de l'immobilier spécial. Bienvenue dans cette série consacrée au Airbnb en copropriété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, je vous invite à écouter tous les autres épisodes de l'essentiel de l'immobilier. Il y a plein de choses. Concentrons-nous sur notre sujet. Aujourd'hui, on va démêler une question qui divise propriétaires, syndics et tribunaux depuis 2 années. Interdire la location très courte durée en copropriété, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est abusif? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous arrive? Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode de cette série, je vous invite à le faire dès maintenant. Dans cet épisode, on a posé les bases. On a vu que la France est le premier marché Airbnb d'Europe, que l'essentiel de cette activité se déroule dans des copropriétés et que ça génère des tensions entre 3 profils qui n'ont pas les mêmes intérêts, le résident, le bailleur et l'hôte. On a aussi vu que la loi n'interdit pas automatiquement la location touristique en copro. Ce qui compte, c'est la clause de destination dans votre règlement de copropriété et que les obligations légales, la déclaration en mairie, le plafond des 120 jours, le numéro d'enregistrement, s'appliquent indépendamment du règlement de copropriété. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous recommande de commencer par là. Allez, on attaque cette fois sérieusement. Et si votre copropriété décide de voter l'interdiction, qu'est-ce qui se passe? Est-ce valide? Est-ce contestable? Et comment vous y préparez? Le pouvoir de l'Assemblée Générale, il est réel, mais encadré. C'est déjà la première chose que vous devez savoir. L'Assemblée Générale d'une copropriété, c'est l'organe souverain. C'est là que les copropriétaires prennent des décisions collectives. Et sur le papier, ça peut sembler très puissant. Mais ce pouvoir a des limites. Et ces limites, elles sont importantes à comprendre. La première limite, c'est celle de la loi. Une AG ne peut pas voter une résolution contraire à une loi d'ordre public. Point. Même à l'unanimité, si la loi garantit un droit aux copropriétaires, l'AG ne peut pas le leur retirer. C'est comme ça. La deuxième limite, c'est celle du droit de propriété. En France, le droit de propriété est un principe fondamental, protégé par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Une copropriété ne peut pas vider ce droit de sa substance. Elle peut l'encadrer, mais elle ne peut pas l'annihiler. La troisième limite, c'est celle de l'abus de majorité. On y revient en détail dans quelques minutes. Patience. Mais, en résumé, une décision prise à la majorité n'est pas forcément légale pour autant. Si elle est prise dans le seul but de nuire à certains copropriétaires, ou si elle leur cause un préjudice disproportionné sans intérêt collectif réel, elle peut être contestée. Modifier le règlement de copropriété, alors là vous allez me dire, mais comment on fait pour modifier le règlement de copropriété? Je vous donne le mode d'emploi, c'est très simple. Pour interdire expressément la location Airbnb en copropriété, il faut passer par une modification du règlement de copropriété. Ok. Et cette modification, elle obéit à des règles très précises. Elle doit être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale avec un libellé clair sur ce qui est proposé. Elle doit être votée à la plus grosse des majorités, soit à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. C'est la majorité la plus exigeante en copropriété.
la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des tantièmes. Et ça, ce n'est pas rien du tout. Ça veut dire que vous avez besoin de l'accord d'une grande partie des copropriétaires et pas juste de ceux qui sont présents ou représentés à la réunion. Et une fois votée, cette modif doit être publiée au service de publicité foncière pour être opposable aux tiers. Autrement dit, la procédure est extrêmement lourde et ce n'est pas un vote à la légère, car ça modifie drastiquement le système de régulation de la copropriété. Et ce poids procédural vous protège déjà en partie. Et là, vous allez me dire, quelle majorité, pourquoi et pourquoi l'article 26 ? Petit point de clarification, parce que la confusion entre les majorités est hyper fréquente. Quand j'étais syndic, c'est le débat le plus stérile, le plus régulier qu'on a dans toutes les assemblées générales. Pourquoi vous faites voter à la 24, à la 25 ou à la 26 ? Pourquoi vous ne faites pas voter à telle majorité ? Pourquoi vous n'utilisez pas la passerelle ? Et blablabla. Bref, je vous ai fait une synthèse. Donc, il existe plusieurs seuils de majorité en copro. La première, c'est la majorité simple, article 24. C'est la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Elle sert pour les décisions courantes du genre travaux d'entretien, approbation des comptes, etc., etc. Tout ce qui n'est pas susceptible d'être modifié. Si c'est rénové, c'est une chose, modifié, c'en est une autre. La majorité de l'article 25, c'est la majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents. Et elle sert pour des décisions plus importantes. Et là, c'est justement le cas des travaux affectant les parties communes, autorisation donnée à un copropriétaire de réaliser des travaux privatifs affectant les parties communes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez changer le tapis de l'entrée du hall, si vous voulez le remplacer à l'identique, c'est du 24. Si vous voulez le changer forme et couleur, c'est du 25. Pourquoi ? Parce que c'est une transformation. Ok, c'est plus clair ? J'espère. De toute façon, vous ne pouvez pas répondre. Mais si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et j'y répondrai avec bienveillance. Article 26. C'est la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des tantièmes. C'est la majorité la plus contraignante et c'est celle qui nous intéresse ici. C'est celle qu'on utilise pour modifier le règlement de copropriété et notamment changer la partie destination des parties communes. C'est hyper important. Pourquoi j'insiste vraiment là-dessus ? Parce qu'en fait, la majorité de l'article 26, c'est vraiment pour faire des modifications importantes dans le système de fonctionnement de la copropriété. Vous voulez surélever l'immeuble d'un étage, ça va impliquer énormément de travaux, un recalcul des charges des tantièmes, c'est du 26. Vous voulez interdire le Airbnb dans l'immeuble, c'est exactement pareil, c'est du 26. Pourquoi ? Parce que c'est aussi important d'interdire du Airbnb et couper certains droits et accès à des copropriétaires que de créer un nouvel étage avec de nouveaux copropriétaires. Bon, maintenant que vous avez compris les majorités, est-ce que c'est légal ou est-ce que ce ne l'est pas ? Quand l'interdiction est légale, soyons clairs d'entrée, une copropriété peut légalement interdire la location courte durée dans ses parties privatives. Ce n'est pas automatiquement abusif, ok ? Les conditions pour que cette interdiction soit valide sont les suivantes. Première condition, elle doit être fondée sur la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie dans le règlement de copropriété ou telle qu'elle découle de la nature de l'immeuble. Un immeuble à vocation résidentielle familiale haut de gamme, par exemple, peut légitimement considérer que la rotation permanente de touristes est incompatible avec sa destination puisqu'elle nuit à sa destination initiale. Ok. Deuxième condition, elle doit avoir été votée à la bonne majorité, donc pas à la 25 comme je vois 2 fois sur 3, mais à l'article 26, donc les 2/3 des tantièmes. Et troisième condition, elle doit être rédigée avec précision, une clause vague. Toute activité susceptible de troubler la tranquillité de l'immeuble, ça ne suffit pas à interdire explicitement la location touristique. Les tribunaux l'ont déjà rappelé plusieurs fois. Si ces 3 conditions sont réunies, l'interdiction est juridiquement solide et vous devrez vous y conformer. Ça ne sert à rien d'essayer de tricher et de trouver des solutions, ça ne marchera pas, vous allez perdre devant les tribunaux. Mais il existe des moments où l'interdiction est contestable et je voulais vous en parler. Voyons les situations donc où vous pouvez légitimement contester tout ça. Premier cas, la résolution a été votée à une majorité insuffisante, comme je vous le disais, 2 fois sur 3. Si la modification du règlement n'atteint pas les 2/3 des tantièmes, elle peut être annulée par le tribunal judiciaire. Vous avez 2 mois après la notification du procès verbal d'AG pour agir. Dès que vous réceptionnez le procès verbal d'Assemblée Générale, vous avez 2 mois pour agir. Deuxième cas, la rédaction est imprécise ou trop large.
Si la clause votée vise en réalité toute forme de location, y compris la location saisonnière classique, pourtant autorisée par la loi, elle dépasse ce que la copropriété peut légalement encadrer et elle empiète sur votre droit de propriété le plus strict. Troisième cas, l'abus de majorité, c'est le terrain le plus complexe, mais aussi le plus intéressant. Une décision d'AG peut être annulée si elle a été prise dans l'unique but de nuire à un copropriétaire ou si elle lui cause un préjudice grave et disproportionné par rapport à l'intérêt collectif. Qu'elle sert concrètement? Si vous êtes le seul propriétaire de l'immeuble à faire du Airbnb, que vous n'avez généré aucune nuisance documentée, donc il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de constat d'huissier pour nuisance sonore, il n'y a rien du tout, et que la résolution d'interdiction a été portée par un copropriétaire concurrent qui loue en longue durée, le contexte peut plaider en votre faveur pour un abus de majorité. Ce n'est pas automatique, mais c'est défendable. Et la question des droits acquis. Il y a un point qui est souvent mal compris. Qu'arrive-t-il à votre activité en cours si une interdiction est votée? La jurisprudence est globalement constante sur ce point-là. Une modification du règlement de copropriété ne s'applique pas rétroactivement aux activités régulièrement exercées avant son adoption. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous louiez en Airbnb avant le vote et que tout était en règle, vous disposez en général d'un délai pour adapter votre situation. Vous n'êtes pas contraint d'arrêter du jour au lendemain après la décision d'AG. En gros, vous finissez tranquillement votre saison et vous cherchez des solutions. Mais, et c'est un mais important, ce délai n'est pas illimité et il dépend souvent de la rédaction de la résolution elle-même et de l'interprétation qu'en feront les tribunaux si vous êtes assigné. La prudence s'impose. Si une interdiction est votée dans votre copropriété, consultez un avocat rapidement, un avocat spécialisé en droit immobilier. Pas pour chercher à contester à tout prix, mais pour comprendre exactement où vous en êtes. Comment vous pouvez vous défendre si ça vous arrive? Imaginons, si une résolution d'interdiction est votée lors d'une AG, vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la notif, du procès-verbal, pour la contester devant les tribunaux. Passé ce délai, la décision devient donc définitive et elle entre dans le règlement de copro. Et elle vous est opposable. Ok. 2 mois, c'est très court. Par expérience, je vous le dis, c'est très très court. Surtout si vous gérez votre bien à distance et que vous ne lisez pas attentivement les convocations et PV d'AG comme quelqu'un qui m'est très proche. Premier réflexe, lisez toujours le procès-verbal de l'Assemblée Générale dans les jours qui suivent sa réception. Ne le laissez pas traîner. Et je vais même vous dire mieux, lisez la convocation le plus tôt possible. Ok. Ce que vous devez vérifier dans le PV. Si vous souhaitez contester, voici les points à analyser avec votre avocat. La majorité atteinte. Il faut vérifier nom par nom, les oppositions, refaire le calcul des tantièmes. Moi, je l'ai fait plein de fois, c'est fastidieux, mais il faut regarder. Vérifier le décompte dans les PV et les erreurs de calcul de tantièmes ne sont pas rares, elles sont très très fréquentes. La rédaction de la clause. Est-elle précise et limitée à la location meublée touristique au sens de la loi ou est-elle trop large et empiète-t-elle sur des formes de location légalement distinctes? L'intérêt collectif, y a-t-il un motif réel et sérieux à cette interdiction? Ou la résolution a-t-elle été portée dans un contexte de conflit personnel avec votre voisin sans nuisance documentée? Alors là, vous attaquez avec cet angle, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. La régularité de la convocation, l'ordre du jour a-t-il été notifié correctement? La résolution a-t-elle été rédigée de façon suffisamment claire pour que les copropriétaires sachent sur quoi ils votaient? Là aussi, on peut aller sur ce terrain-là, mais attention, c'est dangereux, mais ça marche. Aller au tribunal ne devrait jamais être premier réflexe. Pourquoi? Parce qu'une procédure judiciaire, c'est du temps, c'est de l'argent et c'est une dégradation quasi irréversible des relations dans l'immeuble. Même si vous gagnez, vous allez être en guerre avec vos voisins tout le temps. Avant d'engager une action, demandez-vous, y a-t-il une solution à négocier avec le syndic, avec le conseil syndical? Peut-on trouver un accord avec les copropriétaires qui ont porté la résolution? Un engagement formel de votre part sur les nuisances, je sais pas moi, sur des systèmes pour empêcher le bruit, des systèmes pour les horaires d'arrivée, un règlement voyageur interne, un nombre de voyageurs maximum, bref. Cherchez une conciliation avant de chercher une résolution par les tribunaux. Dans de nombreux cas, un dialogue structuré vaut mieux qu'une assignation. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, en prévention. Même si votre copropriété est calme aujourd'hui, voici quelques bons réflexes à adopter. Relisez votre règlement de copro, repérez les clauses de destination. Si elles sont ambiguës, c'est des zones grises que vous pouvez travailler à votre avantage.
mais aussi aux risques en cas de modification. Assister aux assemblées générales, alors ça c'est vraiment important, ou donner des procurations. C'est le seul moyen de peser sur les décisions avant qu'elles ne soient prises. Créer du lien avec le conseil syndical, pas pour les séduire, mais pour être présent dans les esprits comme un propriétaire sérieux et impliqué, parce que c'est ce que vous êtes, vous écoutez ce podcast. Conservez vos preuves de conformité, déclaration mairie, numéro d'enregistrement, règlement voyageur, échange avec vos locataires, bref tout, parce qu'en cas de procédure, ce dossier sera votre meilleur allié. Et si votre activité représente un revenu significatif pour vous, investissez dans un accompagnement professionnel, un avocat spécialisé en droit de l'IMO, une conciergerie locale qui gère les incidents classiques, des templates de communication bien rédigés, ce sont des coûts qui préviennent des pertes bien plus importantes. Et achetez mon livre. Dans mon livre « Acheter son premier appartement en copropriété », je consacre un chapitre entier à la lecture du règlement de copro et à la façon d'anticiper ce type de situation avant même de signer. On approche de la fin déjà de cet épisode, ça va trop vite. La vraie question que personne ne se pose. On a parlé de majorité, de clause, de contestation et de tribunaux. Ok, mais il y a une question que je veux vous poser avant de conclure. Parce que je pense qu'elle est au cœur du sujet. Est-ce qu'une copropriété qui interdit le Airbnb a toujours tort ? Je vous donne ma réponse. Non. Il y a des immeubles où la location courte durée génère des nuisances réelles, documentées, qui dégradent la qualité de vie de résidents permanents. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai problème. Des personnes âgées dont le sommeil est perturbé, des familles qui ne reconnaissent plus leurs immeubles, des parties communes abîmées, et j'en passe. Et dans ces cas-là, une copropriété qui vote une interdiction n'est pas abusive. Elle exerce un droit collectif légitime. Et le vrai problème, ce n'est pas l'interdiction en elle-même, c'est quand elle est utilisée comme une arme pour écraser un copropriétaire isolé, pour régler un conflit personnel ou pour défendre des intérêts économiques concurrents déguisés en intérêts collectifs. C'est là que la frontière entre légal et abusif devient floue. Et c'est là que le droit et votre capacité à vous en servir fera toute la différence. Conclusion, mes chers amis, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Voici ce qu'on a vu ensemble. 1. Une assemblée générale peut légalement interdire le Airbnb dans une copropriété. C'est vrai, à condition que la résolution soit votée à la majorité de l'article 26 et que la rédaction soit précise et qu'elle soit fondée sur la destination de l'immeuble. 2. Une décision d'AG reste contestable si elle a été votée à une majorité insuffisante, si la rédaction est trop large ou si elle constitue un abus de majorité. 3. Vous avez 2 mois après la notification du PV pour agir. Ce délai est impératif, c'est le délai que vous avez pour agir. 2 mois, c'est court et c'est long en même temps. 4. La prévention reste la meilleure stratégie. Assistez aux AG, dialoguez avec le conseil syndical, documentez votre conformité. C'est ça qui protège votre activité sur le long terme. Le débat. Si vous arrivez à accueillir les critiques et à améliorer ce qu'on vous demande d'améliorer, en règle générale, à moins de tomber sur un CON, ça passe. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer. La semaine prochaine, dernier épisode sur les Airbnb. J'espère qu'il vous plaira également. En attendant, pensez à mettre un petit commentaire, pensez à partager et à mettre une note si vous voulez sur le podcast. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.